Sophie claqua la porte de son appartement avec une violence qui fit trembler les murs. Son cœur battant à tout rompre alors qu'elle découvrait la lettre anonyme glissée sous sa porte, révélant que Marie, sa compagne depuis 3 ans, entretenait une liaison secrète avec un homme pour satisfaire les attentes de sa famille conservatrice. Cette révélation, comme un coup de poignard, transforma leur nid d'amour en champ de bataille, et Sophie, les larmes aux yeux, attrapa son téléphone pour confronter Marie, ignorant que cette confrontation allait déclencher une chaîne d'événements qui les mènerait toutes deux au bord du précipice. Dans les rues animées de Paris, sous un ciel gris d'automne, Sophie marchait d'un pas furieux vers le café où Marie l'attendait, son esprit tourmenté par des images de trahison qui la consumaient de l'intérieur. Sophie avait toujours été une femme de principe, une avocate spécialisée dans les droits humains, défendant avec ferveur les causes des minorités opprimées. À 32 ans, elle avait gravi les échelons d'un cabinet prestigieux du quartier latin, où son intelligence acérée et son charisme naturel lui valaient le respect de ses collègues. Mais derrière cette façade professionnelle impeccable se cachait une vulnérabilité profonde, née d'une enfance marquée par le rejet de sa propre orientation sexuelle par ses parents catholiques traditionalistes. Marie, quant à elle, était une professeure d'art de 29 ans, enseignant dans une petite école d'art du Marais, où sa créativité débordante et son enthousiasme contagieux inspiraient ses élèves. Leur rencontre, 3 ans plus tôt, lors d'une exposition d'art contemporain, avait été un coup de foudre. Sophie, attirée par l'énergie libre de Marie, et Marie, fascinée par la force tranquille de Sophie. Elles avaient construit une vie ensemble, faite de promenades le long de la Seine, de dîners romantiques dans des bistrots cachés, et de discussions interminables sur la société et ses injustices. Pourtant, des fissures étaient apparues ces derniers mois. Marie, issue d'une famille bourgeoise de la banlieue lyonnaise, subissait une pression constante de ses parents pour qu'elle se marie et fonde une famille normale. Son père, un homme d'affaires rigide, ne cessait de lui rappeler que l'homosexualité n'était qu'une phase, une erreur de jeunesse qu'il fallait corriger. Marie, déchirée entre son amour pour Sophie et son désir de ne pas décevoir sa famille, avait commencé à douter. Elle avait accepté, presque par faiblesse, de rencontrer cet homme que sa mère lui avait présenté. Un ingénieur stable et conventionnel. Ce qui avait commencé comme un simple dîner s'était transformé en une série de rendez-vous secrets. Non par passion, mais par un mélange de culpabilité et de peur. Marie se convainquait que c'était pour le bien de tous, pour apaiser les tensions familiales qui la rongeaient. Sophie arriva au café, le cœur serré. Marie était déjà là, sirotant un espresso, son visage pâle trahissant une anxiété qu'elle tentait de masquer. « Qu'est-ce qui se passe ? Sophie, tu as l'air bouleversée, dit Marie d'une voix tremblante. Sophie posa la lettre sur la table, ses yeux verts étincelants de rage. Explique-moi ça. Qui est cet homme ? Depuis quand me trompes-tu ? Marie blêmit, ses mains tremblant sur sa tasse. Elle essaya de nier, mais les mots s'étranglèrent dans sa gorge. La confrontation éclata. Des voix s'élevant dans le petit café, attirant les regards curieux des clients. Sophie accusait. Marie défendait faiblement, invoquant la pression familiale, la peur de l'abandon. Tu ne comprends pas. Sophie. Ma famille. Ils me menacent de me couper les vivres, de me renier. Je t'aime. Mais je ne sais plus quoi faire.
Sophie, blessée au plus profond, sentit une vague de trahison l'envahir. Elle quitta le café en larmes, laissant Marie seule avec ses remords. De retour chez elle, Sophie s'effondra sur le canapé, les souvenirs de leur vie commune défilant comme un film cruel. Elle repensa à la fois où elles avaient affronté ensemble les regards désapprobateurs lors d'une réunion de famille de Marie, ou à ces nuits où elles se confiaient leurs peurs les plus intimes. Comment Marie avait-elle pu la trahir ainsi? La société française, malgré ses avancées sur les droits LGBT, portait encore en elle des relents de conservatisme, surtout dans les cercles familiaux traditionnels. Sophie savait cela mieux que quiconque, ayant elle-même rompu avec ses parents après son coming out à 20 ans. Elle avait reconstruit sa vie, trouvant en Marie un havre de paix. Mais maintenant, tout s'écroulait. Elle décida d'appeler sa meilleure amie, Claire, une psychologue qui avait toujours été son pilier. Claire, c'est la fin. Marie m'a trahi. Claire l'écouta patiemment, lui conseillant de ne pas prendre de décision hâtive. Les pressions familiales peuvent détruire les gens. Sophie, parle-lui. Essaie de comprendre. Pendant ce temps, Marie rentra chez ses parents pour le week-end, comme prévu. L'atmosphère était tendue, sa mère, une femme élégante mais intransigeante, l'accueillit avec un sourire forcé. Alors, comment s'est passé ton dîner avec Julien? Il est parfait pour toi. Marie, encore sous le choc de la confrontation, éclata en sanglots. Maman, je ne peux pas. J'aime Sophie. C'est elle ma vie. Son père, entendant cela, entra dans la pièce, le visage rouge de colère. Sophie, cette aberration? Tu vas ruiner notre famille avec tes caprices. Si tu continues comme ça, tu n'es plus la bienvenue ici. Marie se sentit piégée, déchirée entre l'amour et le devoir filial. Elle passa la nuit à pleurer, se demandant si elle avait le courage de tout perdre pour Sophie. Le lendemain, Sophie reçut un appel de Marie. Je suis désolée. Laisse-moi t'expliquer. Elles se retrouvèrent dans un parc près de la Tour Eiffel, où les touristes insouciants contrastaient avec leurs drames personnels. Marie avoua tout, les pressions, les doutes, la peur. Je n'ai pas couché avec lui. Sophie. C'était juste pour faire plaisir à mes parents. Je t'aime plus que tout. Sophie, touchée mais méfiante, posa un ultimatum, choisis. Moi ou eux. Marie hésita, les larmes coulant sur ses joues. Ce moment de tension marqua le début d'une spirale qui allait les entraîner plus loin dans le conflit. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour Sophie et Marie. Sophie, incapable de pardonner si facilement, décida de prendre du recul et s'installa temporairement chez Claire. Là, elle passa des nuits blanches à analyser chaque détail de leur relation, se questionnant sur sa propre naïveté. Avait-elle ignoré les signes? Les appels fréquents de la mère de Marie? Les week-ends où Marie rentrait plus tard que prévu? En tant qu'avocate, Sophie était habituée à disséquer les faits. Mais ici, c'était son cœur qui était en jeu. Elle se plongea dans son travail, défendant une affaire de discrimination contre une femme lesbienne licenciée injustement. Un cas qui résonnait douloureusement avec sa propre vie. Comment peut-on encore en être là en 2026, se demanda-t-elle lors d'une plaidoirie passionnée devant le tribunal.
Marie, de son côté, affronta sa famille de front. Lors d'un dîner dominical, elle annonça: « Je romps avec Julien. Ma vie est avec Sophie. » Sa mère fondit en larmes, accusant Marie d'être égoïste. « Pense à nous. À ta sœur qui va se marier bientôt. Que diront les gens ? » Son père, plus dur, la menaça: « Si tu persistes, je te retire de l'héritage. Tu seras seule. » Marie, tremblante, quitta la maison familiale, le cœur brisé. Elle erra dans les rues de Lyon, se réfugiant chez une cousine compréhensive qui l'encouragea à suivre son cœur. La famille. C'est important, mais ton bonheur l'est plus. Marie appela Sophie. Suppliante: « J'ai tout dit. Il me rejette. » Sophie, encore blessée, répondit froidement: « Il était temps. » Mais la confiance est brisée. La tension monta lorsque Sophie découvrit, par un ami commun, que Marie avait continué à voir Julien même après leur confrontation. C'était un mensonge par omission. Une dernière tentative de Marie pour apaiser sa famille avant de rompre définitivement. Furieuse, Sophie confronta Marie dans leur appartement vide. « Tu m'as menti encore. Comment puis-je te croire maintenant ?» Marie, désespérée, tenta de s'expliquer: « C'était pour gagner du temps. Je ne l'aime pas. » Leur dispute dégénéra en cris. Des objets volèrent, et Sophie partit en claquant la porte, laissant Marie effondrée sur le sol. Dans les semaines qui suivirent, Sophie se tourna vers son travail pour oublier. Elle gagna son affaire de discrimination, recevant des félicitations de ses collègues, mais cela ne combla pas le vide en elle. Elle commença à fréquenter des groupes de soutien LGBT à Paris, où elle rencontra d'autres femmes partageant des histoires similaires de rejet familial. Une en particulier, Élise, une femme de 35 ans au passé tumultueux, l'attira. Élise, openly lesbienne et fière, encouragea Sophie à ne pas se laisser détruire. La trahison fait mal, mais tu mérites mieux. Sophie, vulnérable, se confia à elle. Et une amitié naquit, teintée d'une attirance naissante. Marie, isolée, lutta contre la dépression. Elle perdit son emploi temporairement en raison d'absences répétées, et sa famille refusa de l'aider. Elle se tourna vers une thérapeute, explorant ses conflits internes, le désir d'approbation parentale versus son amour authentique. Pourquoi est-ce si dur d'être soi-même, se lamenta-t-elle lors d'une session. La thérapeute l'aida à voir que sa trahison initiale était un mécanisme de défense, mais qu'elle devait maintenant réparer. Marie décida d'écrire une lettre à Sophie, détaillant ses regrets et son engagement à changer. Lorsque Sophie reçut la lettre, elle fut touchée, mais le doute persistait. Elle accepta une rencontre, mais posa des conditions strictes: pas de contact avec sa famille tant qu'il n'acceptait pas leur relation. Marie acquiesça, prête à tout. Elles passèrent une soirée tendue, mais honnête, à discuter de leurs peurs. Sophie avoua sa propre insécurité: « J'ai peur que tu me quittes pour une vie normale. » Marie jura fidélité. Mais au fond d'elle, elle savait que le chemin serait long. La crise culmina lorsque la mère de Marie, apprenant la rupture avec Julien, contacta Sophie directement. « Vous détruisez ma fille. Laissez-la tranquille. » Sophie, outrée,
raccrocha. Mais cela raviva sa colère. Elle confronta Marie, ta famille ne lâchera pas. Es-tu prête à les perdre pour de bon? Marie, déchirée, hésita une seconde de trop. Ce qui brisa quelque chose en Sophie. Elle décida de rompre, c'est fini. Je ne peux plus. Marie, anéantie, quitta l'appartement, emportant avec elle les vestiges de leur amour. Seule dans son nouvel appartement exigu du quartier de Belleville, Sophie tentait de reconstruire sa vie. Les nuits étaient hantées par des souvenirs de Marie, son rire, ses caresses tendres, ses yeux expressifs. Elle se plongeait dans des affaires pro bono, défendant des couples LGBT face à des discriminations locatives ou familiales. Une affaire en particulier la marqua, une jeune femme rejetée par ses parents après son coming out, qui avait tenté le suicide. Sophie vit en elle un reflet de Marie. Et cela la poussa à réfléchir à ses propres choix. Était-elle trop dure? Avait-elle abandonné trop vite? Marie, hébergée chez sa cousine à Lyon, sombra dans une spirale de regrets. Elle refusa les appels de sa famille, choisissant l'isolement pour se recentrer. Elle reprit la peinture, canalisant sa douleur en toiles abstraites aux couleurs sombres, représentant des cœurs brisés et des chaînes familiales. Une galerie locale remarqua son travail et lui proposa une exposition. Une lueur d'espoir dans son chaos. Mais chaque soir, elle relisait les messages de Sophie, se demandant si elle pouvait reconquérir son amour. La société autour d'elles amplifiait leurs tourments. À Paris, des manifestations pour les droits LGBT faisaient rage, contrastant avec les poches de conservatisme persistant. Sophie participa à une marche, tenant une pancarte « L'amour n'a pas de genre ». Mais au fond, elle se sentait hypocrite, ayant elle-même fui l'amour par peur de la souffrance. Élise, devenue une confidente proche, la poussa doucement, « Tu mérites d'être heureuse. Oublie Marie si elle t'a blessée. » Sophie, attirée par la stabilité d'Élise, accepta un dîner, qui se transforma en une soirée intime. Pour la première fois depuis la rupture, elle se sentit vivante. Mais la culpabilité la rongeait, était-ce une trahison? Marie apprit la nouvelle par un ami commun. Jalouse et blessée, elle décida de retourner à Paris pour confronter Sophie. Elle débarqua au cabinet de Sophie, les yeux rougis. Tu as déjà quelqu'un d'autre? Après tout ce qu'on a vécu? Sophie, surprise, tenta de s'expliquer, c'est toi qui as commencé avec Julien. Leur dispute attira l'attention des collègues. Et Sophie, humiliée, demanda à Marie de partir. Mais Marie insista, je t'aime encore. Donne-moi une chance. Les jours suivants, Marie harcela presque Sophie avec des messages, des fleurs, des lettres. Sophie, déchirée, bloqua son numéro. Mais cela ne fit qu'augmenter la tension. Marie, désespérée, contacta les parents de Sophie, espérant un allié. Erreur fatale, les parents de Sophie, toujours distants, la mirent en garde contre cet instable. Sophie, furieuse d'apprendre cela, accusa Marie de manipulation. Le point de non-retour arriva lors d'une soirée organisée par des amis communs. Sophie y alla avec Élise, officialisant presque leur flirt. Marie, invitée aussi, arriva seule et confronta le couple. Sophie,
Tu me remplaces si vite? Élise intervint, laisse-la tranquille. La scène dégénéra en une dispute publique, avec des accusations volantes. Marie, humiliée, quitta la fête en larmes, jurant de ne plus jamais approcher Sophie. De retour chez elle, Marie toucha le fond. Elle appela sa thérapeute en urgence, avouant des pensées suicidaires. J'ai tout perdu par ma faute. La thérapeute la convainquit de chercher de l'aide professionnelle. Et Marie entra en thérapie intensive, explorant ses traumas familiaux. Elle réalisa que sa trahison initiale était enracinée dans un besoin d'approbation qu'elle n'avait jamais confronté. Sophie, quant à elle, poursuivit avec Élise. Mais le doute persistait. Élise était stable, mais manquait la passion de Marie. Lors d'une conversation honnête, Sophie avoua: « Je pense encore à elle. » Élise, compréhensive, suggéra une pause: « Règle tes affaires avant. » Les mois passèrent, et l'hiver parisien enveloppa la ville d'un froid mordant. Miroir des cœurs gelés de Sophie et Marie. Sophie, promue associée dans son cabinet, se concentrait sur sa carrière. Mais les victoires professionnelles sonnaient creux. Elle rompit avec Élise, réalisant que ce n'était qu'un pansement sur une plaie ouverte. Seule, elle entreprit un voyage introspectif, lisant des livres sur le pardon et la résilience LGBT. Une conférence sur les pressions sociétales la marqua, une oratrice parla de comment les familles conservatrices détruisaient des vies, mais aussi de la possibilité de reconstruction. Marie, sortie de thérapie, avait transformé sa vie. Son exposition artistique fut un succès, attirant l'attention de critiques qui louèrent sa vulnérabilité. Elle coupa les ponts avec sa famille, choisissant l'indépendance. Elle déménagea à Paris, dans un petit atelier du Montmartre, et recommença à zéro. Mais Sophie hantait ses pensées. Elle écrivit un journal intime, détaillant ses erreurs et ses leçons: « J'ai trahi par peur. Mais maintenant, je suis libre. » Le destin les réunit lors d'une manifestation contre une loi conservatrice menaçant les droits des couples homosexuels. Sophie, oratrice invitée, parla avec passion des dommages des pressions familiales. Marie, dans la foule, l'écouta, les larmes aux yeux. À la fin, elle approcha Sophie: « Ton discours. » C'était nous. Sophie, surprise, accepta un café. Elles parlèrent des heures, avouant leurs erreurs. Sophie: « J'ai été trop rigide. » Marie: « J'ai été lâche. » Leur réconciliation fut lente, marquée par des thérapies de couple. Elles affrontèrent ensemble les démons. Sophie contacta ses parents pour une tentative de dialogue. Marie ignora les appels de sa famille. Mais un nouveau conflit surgit lorsque la mère de Marie, malade, la contacta pour une réconciliation. Marie, tentée, en parla à Sophie: « Elle est mourante. » Dois-je y aller? Sophie, craignant une rechute, répondit: « Seulement si tu es forte. » Marie alla voir sa mère, qui, affaiblie, s'excusa vaguement: « Je voulais ton bonheur. » Mais le père resta intransigeant. Marie rentra à Paris, renforcée: « Je choisis nous. » Leur relation se solidifia, mais la société testa leur lien. Des collègues de Sophie murmurèrent sur sa vie privée, affectant sa promotion.
Marie perdit un contrat artistique en raison de son orientation ouvertement affirmée. La haute tension culmina lorsque Sophie fut impliquée dans une affaire médiatisée, défendre une lesbienne accusée de corruption de la jeunesse par une famille conservatrice. L'affaire résonna avec leur histoire, et Marie soutint Sophie publiquement, exposant leur couple aux médias. Des menaces anonymes arrivèrent, testant leur résilience. Au milieu du tumulte, Sophie et Marie trouvèrent des moments de paix. Elles adoptèrent un chat, symbole de leur nouveau départ, et planifièrent un voyage en Provence pour se ressourcer. Mais le passé revint les hanter lorsque Julien, l'ex de Marie, contacta Sophie anonymement, révélant des détails intimes pour semer le doute. Sophie, confrontée, accusa Marie de ne pas avoir tout dit. Marie jura l'innocence, c'est une vengeance. Leur confiance, fragile, fut ébranlée à nouveau. Elles décidèrent d'une thérapie intensive, explorant les racines de leurs insécurités. Sophie admit son peur de l'abandon, héritée de son enfance. Marie confessa son besoin d'approbation, ancré dans une éducation stricte. Ensemble, elles forgèrent un pacte, transparence totale, soutien mutuel face aux pressions extérieures. La société évoluait lentement, une loi progressiste passa, grâce en partie à l'activisme de Sophie. Marie, inspirée, organisa une exposition sur les luttes LGBT, incluant des œuvres personnelles sur leur histoire. Le vernissage fut un succès, mais attira des protestations conservatrices. Face à la foule hostile, Sophie et Marie se tinrent la main, symbolisant leur unité. Pourtant, un ultime sacrifice fut exigé. La famille de Marie, apprenant la maladie terminale de la mère, pressa Marie pour une dernière visite, conditionnée à une vie normale. Marie refusa, mon amour pour Sophie est ma normalité. Elle perdit sa mère sans réconciliation. Un prix douloureux qui la marqua profondément. Des années plus tard, Sophie et Marie, mariées civilement, regardaient en arrière. Leur amour, forgé dans le feu des épreuves, était plus fort. Mais les cicatrices restaient, pertes familiales, blessures émotionnelles, débats sociétaux. La trahison initiale de Marie était-elle justifiée par les pressions familiales? Ou était-ce une faiblesse impardonnable?